Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de podcast de la chaire Sécurité globale. Pour ouvrir cette série consacrée à la découverte des métiers de la sécurité, nous allons nous intéresser à la fonction de directeur sûreté. Et aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons Monsieur Joseph Papalia. Bonjour Monsieur Papalia. Bonjour Monsieur Desmaries, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors Monsieur Papalia, pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes actuellement le directeur sûreté de AXA France depuis 2014. Et avant cela, vous êtes passé par le ministère de l'Intérieur puisque vous avez été commissaire divisionnaire de police. Vous sortez diplômé de l'École nationale supérieure de la police en 1998 et occupez jusqu'en 2007 des postes en sécurité publique dans différents commissariats parisiens. Vous rejoignez en 2007 le service de protection des hautes personnalités et travaillez notamment en tant que chef de groupe de sécurité du Premier ministre sous le gouvernement Sarkozy, M. François Fillon, jusqu'en 2012. À partir de cette date, vous êtes chargé de mettre en place le nouveau service de la protection. Monsieur Papalia, merci grandement d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de votre fonction, la fonction de directeur sûreté. Avant de commencer à échanger sur ce sujet, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a motivé à rejoindre le groupe AXA en tant que directeur sûreté? Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors ce qui m'a motivé pour rejoindre le groupe AXA, et plus particulièrement AXA France en tant que directeur de sa sûreté, de la sûreté, c'était un nouveau challenge, une nouvelle opportunité. C'est vrai qu'après ces 20 années au sein de la police nationale, donc j'avais fait, où j'ai découvert, qui ont été passionnantes et au travers de ces années, donc, j'ai pu découvrir un certain nombre de métiers, que ce soit la sécurité publique, la protection rapprochée, la négociation et beaucoup d'autres domaines s'ouvraient à moi. J'ai eu l'opportunité de découvrir un autre challenge qui était donc le domaine de l'assurance et le domaine de la sûreté au sein d'une entreprise privée. Donc c'est vraiment ce qui m'a challengé. J'ai eu envie de découvrir cela et d'apporter l'expertise qui pouvait être la mienne vers ce monde-là et essayer justement d'amener cette expertise pour comment mieux protéger les collaborateurs d'une entreprise, les clients et puis l'entreprise et plus largement cette entreprise-là. Voilà. Alors, si l'on devait présenter la fonction de directeur sûreté en quelques lignes, l'on pourrait se référer au rapport de 2019 publié par le Club des directeurs de sécurité des entreprises, dans lequel est présentée la fonction de directeur sûreté comme là où les personnes chargées de piloter la sécurité globale de l'entreprise, c'est-à-dire de mettre en œuvre les activités de prévention et de protection des personnes contre les atteintes accidentelles et les actions malveillantes. Comment est-ce que vous, Monsieur Papalia, vous décririez vos missions du quotidien et est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette présentation? Alors, moi, je commencerai toujours par essayer par faire le distinguo entre la sécurité et la sûreté. Donc, moi, je suis bien directeur de la sûreté. Et pour bien faire le distinguo entre la sécurité et la sûreté a trait à tout ce qui est lutte contre la malveillance pouvant affecter l'entreprise. Hein, donc, c'est toute attaque malveillante, toute intention de nuire visant à affecter l'entreprise. Donc, ma fonction sera de lutter contre cette attaque et, le cas échéant, d'anticiper et de veiller à ce que cette attaque n'ait pas lieu. Contrairement à la sécurité qui, elle, vise à se protéger des accidents avec des moyens humains, techniques et organisationnels de prévention et d'intervention contre des accidents à caractère accidentel. Donc tout ça est beaucoup plus prévu. La sûreté est quelque chose de plus imprévu, donc on vise à lutter contre la malveillance. Donc l'idée, c'est de lutter contre ces malveillances, d'anticiper les risques qui peuvent affecter l'entreprise, de sensibiliser les populations, donc les collaborateurs, parfois les clients, à ce type de risque-là, de prévoir des dispositifs qui vont permettre d'identifier, de se protéger, de traiter les conséquences, le cas échéant, de ces risques. Parce que vous savez qu'on est dans un monde en perpétuel mouvement. Les gens mal intentionnés s'adaptent régulièrement et on se doit donc d'être agile, proactif pour pouvoir
pouvoir réagir le cas échéant. Donc, je fais vraiment le distinguo entre ces deux fonctions-là. Donc, je suis bien directeur de la sûreté. Mon rôle est de lutter contre toute action de malveillance. Voilà, sur ce point-là. Et donc, justement, la distinction que vous opérez entre sûreté d'un côté et sécurité de l'autre m'amène à vous poser cette autre question, puisque, en fait, on se rend compte qu'en fonction des structures, en fonction des groupes, il est possible de retrouver, en fait, plusieurs niveaux de qualification pour désigner là où les personnes en charge de la sécurité de l'entreprise. Par exemple, on retrouve un directeur sûreté, des fois on retrouve un directeur sécurité-sûreté, et même, dans certains cas, un directeur sécurité, sûreté corporate. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer la différence entre ces appellations et si elles correspondent finalement à une structuration hiérarchique quelconque? Alors, au sein du groupe AXA, donc on a une structuration. Donc pour AXA France, AXA France est une entité du groupe AXA. Au sein d'AXA France, donc il y a un directeur de la sûreté et il y a une entité qui va s'occuper de la sécurité, donc de la sécurité qui va s'occuper de tout ce qui est mise en place des moyens pompiers, mise en place des agents de sécurité surveillant la plupart des sites. Donc ça, c'est une entité au sein d'AXA France, mais qui ne fait pas que ça, puisqu'elle va s'occuper également de courrier, de toutes les fonctions support qui gèrent l'entreprise. Concernant le corporate, donc il y a au niveau du corporate ce qu'on appelle un Chief Security Officer qui, lui, a en charge en fait d'établir les process et les standards pour l'ensemble du groupe sur tous ces aspects sécurité et sûreté. Et donc, à ce titre-là, nous devons d'appliquer ces process et ces standards-là. Voilà. Et donc, ce Chief Security Officer, est-ce qu'il s'insère dans une direction plus globale ou est-ce qu'il représente la seule direction de sûreté du groupe? Alors, ça s'insère plutôt dans une organisation beaucoup plus globale avec une fonction qui est vraiment d'établir des process, des normes, avec une fonction opérationnelle qui est moindre. Et c'est vrai qu'AXA France a une direction de la sûreté, ce qui n'est pas le cas des autres entités. Donc nous, on a vraiment cette particularité, c'est qu'on a véritablement un rôle opérationnel. Hein. Et donc, ce Chief Security Officer, lui, est chargé d'établir l'ensemble des normes et process pour le groupe et de veiller à ce que l'ensemble des entités monde appliquent l'ensemble de ces process. Donc, pour AXA France, il y a une direction de la sûreté. Pour d'autres entités, il y aura une autre déclinaison. Il y a un certain nombre de déclinaisons, mais la particularité d'AXA France, c'est d'avoir une direction de la sûreté, ce qui n'est pas le cas pour les autres entités. Et justement, peut-être pourriez-vous présenter les différentes directions et pôles de sécurité qui composent l'entreprise? Alors, plus particulièrement donc, concernant ma direction, on a déjà on a un rôle très transversal et je pourrais vous le présenter un petit peu plus loin. Donc, on a un rôle très transversal puisqu'on va être amené, dans le cadre de nos fonctions, à travailler avec les relations humaines, avec la direction juridique, avec la direction de la communication pour tout ce qui est réputationnel. Voilà, c'est vraiment un rôle extrêmement transversal et c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier hein, aussi. Donc on a ce rôle transversal qui nous permet de travailler avec l'ensemble des entités, des directions d'AXA France. Alors plus particulièrement concernant ma direction, donc on est organisé essentiellement en deux pôles, avec un pôle, je dirais, qui est le pôle de traitement des incidents, sécurisation des voyages. Donc c'est un pôle qui lui va viser dont le but est d'anticiper finalement les risques qui peuvent arriver, de sensibiliser la population dont je vous parlais tout à l'heure, de collaborateurs, d'entreprises, de clients, de les sensibiliser à un certain nombre de risques qui peuvent être des risques cyber, des risques harcèlement, des risques de fraude interne, puisque mon rôle est également de lutter contre la fraude interne. Donc on a ce pôle-là qui a une fonction de sensibilisation et, le cas échéant, si la sensibilisation ne fonctionne pas, de traiter l'incident, c'est-à-dire de traiter, cas échéant, un dossier de fraude interne, de traiter un dossier de harcèlement moral, sexuel en interne, hein. Donc de traiter et d'amener une solution hein, qui soit la plus efficiente possible. Donc on a ce pôle-là. On a également au sein de ce pôle-là là, en charge la sécurisation des voyageurs, puisque vous savez qu'on a pour tout collaborateur voyageant à l'étranger dans le cadre professionnel, nous avons une obligation de résultat, c'est-à-dire que nous devons de mettre en place tous les moyens pour que le voyage se déroule bien. Donc on a ce pôle-là et on sécurise l'ensemble des voyageurs professionnels au sein de l'entreprise. Donc on a ce pôle
donc traitement des incidents et sécurisation, qui vise lui donc à sécuriser l'entreprise, les clients, nos collaborateurs sur la plupart des aspects malveillance qui peuvent affecter l'entreprise. Ensuite, on a un volet qui est extrêmement important et qui a été mis à l'œuvre notamment au travers de la crise Covid, qu'on appelle le volet résilience. Donc ça, c'est un volet extrêmement important. La mission de ce volet va être d'envisager tous les scénarios qui peuvent pouvant affecter AXA, pouvant mettre AXA en danger et de maintenir un dispositif qui permettra de limiter au maximum les impacts et de pouvoir faire repartir l'entreprise très rapidement s'il devait y avoir une interruption d'activité. Donc pour ce, on a un certain nombre de responsables, de relais au sein des régions, au sein des entités, puisqu'on a également des entités au Maroc, on a une entité au Maroc, on a une entité en Inde. Donc le but est d'avoir ce relais qui permettra donc d'identifier ces risques-là et de traiter, le cas échéant, ce risque. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est une action vraiment primordiale. Ce volet-là est vraiment extrêmement important car il va permettre d'identifier les activités qui doivent reprendre immédiatement pour ne pas perturber l'entreprise, donc les collaborateurs, mais également les clients, parce qu'on se doit d'apporter un service parfait à nos clients. Et donc, on mettra en place les moyens matériels, humains nécessaires pour la reprise. Donc, si vous voulez, le but, pour résumer, c'est d'éviter une paralysie prolongée de nos services et de conserver donc toute la valeur au sein de l'entreprise. Alors ça, on l'a vu au moment de la crise Covid, donc en 2020, début 2020, puisque donc ce service-là et l'ensemble de la direction a été mobilisé autour de cette pandémie de façon à anticiper. On avait créé une cellule anticipation dès le début janvier 2020 parce qu'on sentait venir le sujet, je dirais. Et donc on a créé une cellule d'anticipation et ensuite donc on s'est mis en ordre de marche pour créer des cellules, une cellule quotidienne de suivi de l'évolution de la pandémie. Et ensuite on s'est mis en mode cellule de crise. Donc dès le 17 mars, je crois, on s'est mis en mode cellule de crise puisque là toute l'entreprise, et donc c'est ma direction bien sûr en relation avec la plupart des autres entités. C'est ma direction, c'est ce volet-là qui s'est mis à coordonner l'ensemble de ces actions, puisque AXA France a basculé totalement du jour au lendemain en télétravail. Et donc ça, c'est nous qui l'avions anticipé, c'est nous qui l'avions préparé, bien sûr avec ce que je vous disais tout à l'heure, autour d'un travail extrêmement coordonné, transversal, mais on a basculé en mode télétravail et en gestion de crise. Au départ, gestion de crise, et puis après, je dirais, malheureusement, c'est devenu de la BAU. Mais on a basculé, et c'est cette direction-là qui a effectué ce suivi. Et au fil du temps, au fil de l'évolution de la pandémie et de l'évolution des dispositions gouvernementales, nous avons adapté les mesures internes à l'évolution des mesures gouvernementales qui étaient prises à ce moment-là, donc au travers des différents confinements, déconfinements, et puis des multiples vagues. Voilà. Donc c'est vraiment un volet extrêmement important. C'est un volet résilience avec tout ce qui est gestion de crise et plan de continuité d'activité. Alors, Monsieur Papalia, on comprend bien à travers vos propos comment est structuré le groupe, et vous mettez justement la notion d'anticipation en avant. Dans le rapport du CDSE que je vous ai déjà mentionné en introduction, est dressé le constat que la fonction de directeur sûreté d'une entreprise évolue en fonction de la maturité justement de celle-ci. Et ce rapport nous décrit 3 phases majeures. Alors la première, c'est celle de la protection, dont nous avons déjà parlé, mais la deuxième, c'est celle de l'expertise conseil, qui met justement en avant tout le rôle et toute l'importance de l'anticipation. Le troisième rôle, enfin, est qualifié de partenaire business, pour laquelle en fait la direction sûreté doit accompagner la stratégie globale de l'entreprise. Est-ce que vous, Monsieur Papalia, vous retrouvez ces 3 missions au sein de votre charge? Oui, oui, on s'y retrouve totalement. On protège quand on a un incident, on le traite.
Voilà, on le traite en protégeant l'entreprise, les collaborateurs, les clients. On anticipe, et ça c'est vraiment un point essentiel, et je tiens véritablement à insister là-dessus. C'est vraiment notre rôle. Notre rôle, c'est d'anticiper les risques. Anticiper les risques pour mieux s'en protéger. C'est extrêmement important, et je considère que c'est vraiment le fond de ma mission. Au travers de tout ce que j'ai pu accomplir dans le passé, c'est de pouvoir me servir de cette expérience-là, me permettant donc d'anticiper ces risques, de les identifier, de les anticiper et de mettre en place les dispositifs euh, qui, euh, qui permettront de pallier toutes les nuisances et tous les aspects négatifs que pourront amener ces risques-là. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis, accompagner le business. Oui, moi, mon rôle, c'est pas de bloquer le business en apportant des problèmes ou en étant négatif. Mon rôle est d'accompagner le business. Alors, je prendrai un exemple type, c'est de temps en temps, on a des déplacements professionnels qui peuvent être prévus dans des zones dites à risque, entre guillemets. Donc, mon rôle, c'est de ne pas dire il ne faut pas y aller. Je peux être amené à le dire dans certaines circonstances, mais ce n'est pas vraiment de dire ça, c'est de dire attention, là, si vous pouvez peut-être repousser, décaler, mais si vous tenez à y aller, il n'y a pas de problème, on va vous accompagner, on va mettre le dispositif ad hoc qui vous permettra de vous y rendre en toute sécurité. Et dans ces moments-là, vous voyez, on se fait appuyer parfois par les équipes du groupe ou c'est nous qui mettons en place le dispositif. Mais mon rôle est vraiment d'accompagner l'aspect business. Hein, voilà. Donc oui, je me retrouve tout à fait dans ce sondage-là et dans ces trois définitions. Et donc, de manière plus pratique, vous nous avez très bien présenté tout le processus de décision et de planification. Mais est-ce que vous pourriez nous présenter les collaborateurs, toutes les personnes qui vous entourent et qui vous assistent au quotidien dans vos tâches? Oui, bien sûr, je ne suis pas tout seul, loin de là. J'ai une formidable équipe. Alors, j'ai une formidable équipe au niveau central, et puis j'ai également, ce que je vous disais tout à l'heure, des responsables sûreté en région, et puis également dans certaines régions à l'étranger, bien sûr, qui, eux sont à même d'identifier ces risques, de les traiter le cas échéant. Et mon rôle, c'est de piloter, de coordonner, mais je suis loin d'être tout seul. Et l'expertise qui m'est amenée localement est souvent extrêmement pertinente pour pouvoir résoudre la plupart des incidents. Donc oui, on s'appuie sur un maillage global et complet qui nous permet de pouvoir anticiper et de traiter le cas échéant, puisque malheureusement, parfois, même si on anticipe, on n'arrive pas forcément à toujours tout traiter. Alors, nous parlions tout à l'heure d'anticipation. Maintenant, j'aimerais que nous parlions de formation. Comment est-ce que vous faites, au quotidien pour, former, sensibiliser et motiver, toutes vos équipes, sur ces thématiques de sécurité? Alors, par exemple, je prends un exemple. On a l'habitude d'organiser un événement parce que je considère que ça fait partie de ma mission qui est d'instiller au sein de l'entreprise une culture de la sûreté. Donc, régulièrement, tous les ans, il y a juste une année où on n'a pas pu le faire, mais tous les ans, généralement, nous organisons un événement grâce à l'aide de la communication et de l'ensemble des différents services de l'entreprise, une opération qui s'appelle 3 jours 3 risques. Alors, qu'est-ce que c'est 3 jours 3 risques? C'est on identifie 3 risques. Alors, qui peuvent être, par exemple, ça a été la crue de la Seine, ça a été le risque cyber, ça a été le risque terrorisme à une certaine époque, et toujours d'ailleurs un petit peu aujourd'hui. Donc, on identifie ces 3 risques-là, et autour de ces 3 risques, on organise un événement où on sensibilise et où on investit le plus haut niveau de direction au sein de l'entreprise, donc jusqu'au PDG, hein, avec 3 éléments phares, trois moments phares, donc trois conférences où l'ensemble des collaborateurs sont invités à ces conférences-là. Et puis parallèlement à ça, durant ces 3 journées, ou ces 2 jours, ou parfois ça peut s'échelonner sur une semaine, on va organiser des ateliers de sensibilisation, des ateliers au cours desquels les collaborateurs vont pouvoir s'inscrire, participer à un certain nombre d'actions, d'actions de sensibilisation, voilà. Donc ça dure sur une semaine. Donc l'idée vraiment globale est de sensibiliser ces collaborateurs
aux différents risques, aux risques qui nous guettent, qui vont nous guetter dans le futur. Donc, c'est le risque cyber, c'est la crue, c'est la pandémie. L'année dernière, nous avons effectué donc nos 3 jours 3 risques sur la pandémie. Alors, on avait pensé clôturer, je dirais, le risque pandémique l'année dernière, mais finalement, bon, ça a encore duré une petite année. Mais donc, ce sont vraiment des actions de sensibilisation. Moi, je tiens beaucoup à ça parce que c'est en sensibilisant qu'on se prépare mieux et qu'on résout ensuite beaucoup mieux les problèmes qui se posent. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Vous répondez parfaitement à la question. Et c'est vrai que sur cette notion de formation, je ne peux que vous rejoindre puisque nous-mêmes ici au sein de l'Université de technologie de Troyes et au sein donc de l'Institut et de nos chaires, nous accordons une grande place à tout ce qui est simulation et exercice. Voilà, c'est un point effectivement que nous faisons Simulation, parfaitement. ouais. Simulation, des exercices, hein. Donc moi, je demande vraiment à ce qu'on effectue beaucoup d'exercices sur table, à savoir une crise survient. Quels sont, parce on sait toutes et tous que ce qui est vraiment important, ce sont les premières minutes. Quand une crise survient, ce sont les premières minutes. C'est comment je m'organise, comment je me mets en place. Donc on essaie de travailler autour d'exercices sur table pour pouvoir identifier les bonnes personnes qui seront à même à ce moment-là de traiter ce sujet et de pouvoir les réunir en un temps assez rapide et pour qu'elles puissent travailler ensemble à ce moment-là. Voilà. Si on n'a pas cette habitude-là qui se crée, si on n'a pas cette forme de conditionnement, parce que je parle de conditionnement, mais c'est un peu ça, hein, tout ce qui est gestion de crise, c'est un petit peu c'est du conditionnement. Si on n'a pas ça, le jour où l'arrivée, on y arrivera quand même, mais on perdra du temps et on sait toutes et tous que les premières minutes sont extrêmement importantes. Voilà. Et justement, pour vous, quelles sont les compétences finalement, alors savoir-faire, savoir-être, indispensable à tout bon directeur sûreté? Oui, tout à fait, c'est le savoir-faire et c'est le faire savoir aussi. C'est pour ça qu'on organise un certain nombre d'opérations de communication, hein, grâce à l'aide de la communication, hein, je le répète, hein, ils nous aident beaucoup sur ces sujets-là, où on organise beaucoup d'opérations de sensibilisation. On a créé également des e-learning. On crée des e-learning sur la gestion de crise, sur le harcèlement. Vous voyez, on participe. Voilà, on est vraiment sur ces sujets-là. Donc, anticipation, adaptation, il faut s'adapter. Ça, c'est vraiment une fonction essentielle, une mission essentielle d'un directeur de la sûreté. Le monde évolue, le monde est en perpétuel mouvement. Les sujets de délinquance, les sujets de fraude, les sujets de malveillance évoluent extrêmement vite, extrêmement régulièrement. Donc, on se doit de s'adapter, de se tenir au courant des différentes évolutions et, de cas échéant, de décliner ces évolutions au sein de l'entreprise. Alors pour ceux, moi je m'appuie beaucoup bien sûr sur tout le réseau CDSE et tout ce qu'on peut avoir, mais également et surtout aussi sur grâce à l'aide des autorités, hein. Je fais régulièrement intervenir des autorités de police, de gendarmerie, qui vont venir sensibiliser à un certain nombre de risques. Alors je pense notamment aux risques cyber. Vous voyez, la semaine dernière, on a fait intervenir la BEFTI, hein, qui est compétente pour tout ce qui est cyber en région parisienne, voire même pour toute la France sur certains sujets particuliers, notamment les ransomware, on est visé également par ce type de fait. La DGSI qui nous aide également, qui nous aide également sur tout ce qui est risque cyber, mais au travers d'un autre prisme, sous un autre prisme. Tout ce qui est radicalisation. Voilà. Donc, on s'appuie beaucoup sur des leviers, soit des leviers, je dirais, d'autorité, hein, autorité publique, ou alors les leviers CDSE et le Syndex également pour tout ce qui est sécurisation des voyageurs. Donc voilà, on n'est pas tout seul, on essaie d'être au fait de ce qui se passe autour de nous et de pouvoir coller donc à l'actualité et à tout ce qui nous entoure. Alors, si vous le voulez bien, monsieur Papalia, j'aimerais que l'on aborde un autre sujet, c'est celui de la recherche et de l'innovation. Comme vous le rappeliez, heu, à juste titre, le monde va de plus en plus vite et les entreprises sont confrontées, à des menaces aujourd'hui extrêmement diverses dans leur forme. On connaît toute l'importance pour, les entreprises de s'adapter de manière toujours plus efficace contre
ces menaces protéiformes. Et justement, en 2008, AXA crée le fonds AXA pour la recherche. Est-ce que vous pourriez présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît, les recherches et les innovations que vous menez? Alors, c'est une magnifique initiative donc de la part du groupe AXA, donc qui s'appelle le fonds AXA pour la recherche. En fait, c'est une initiative de mécénat scientifique global donc du groupe AXA qui effectivement a été créée en 2008 avec une double mission. La première est de soutenir la recherche scientifique indépendante sur donc la plupart des grands enjeux sociétaux. Alors les grands enjeux sociétaux, c'est le climat, l'environnement, la santé, etc. Donc tout ce qui nous touche aujourd'hui et nous impactera beaucoup plus tard. Mais aussi, donc deuxième mission, mais aussi de partager cette connaissance afin de nourrir donc la plupart des prises de décision des pouvoirs publics et privés. Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment la double mission essentielle de ce fonds. Alors, vous voyez, on alloue, alors pour parler un petit peu de fonds, on alloue donc ce fonds AXA pour la recherche alloue grosso modo 250 millions d'euros par an à plus de 675 projets qui sont soutenus en partenariat avec 320 institutions prestigieuses et couvrant 38 pays. Donc on a vraiment, AXA a vraiment un maillage extrêmement large, extrêmement important sur ces sujets-là et on est extrêmement présent. Alors, vous voyez, pour prendre un exemple, dernier exemple en date que je peux vous donner, c'est la crise Covid, où là, on a débloqué très rapidement 5 millions d'euros qui ont été débloqués donc pour soutenir la plupart des projets visant à trouver des solutions, vers certains projets scientifiques et pouvoir sortir beaucoup plus tôt de la crise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est formidable, qui fonctionne extrêmement bien et qui s'adresse donc à un public vraiment de gens de très très haut niveau et qui sont très investis. Voilà. Et finalement, l'existence même de ce fonds traduit bien l'importance pour les entreprises, comme pour les institutions, de se tourner vers le milieu universitaire, de se tourner vers les unités de recherche, les laboratoires, pour accompagner le développement et l'innovation. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un des buts. L'idée, c'est vraiment de rester en harmonie et en lien avec la société civile, le monde privé, les pouvoirs publics, donc pouvoir travailler avec eux, les aider le cas échéant, et pouvoir trouver des solutions pour avoir un meilleur futur. Merci Monsieur Papalia d'avoir Je vous donc en prie, c'était un répondu plaisir. présent à notre invitation. C'était vraiment très enrichissant, très intéressant et je vous remercie encore beaucoup. Merci à vous, à très bientôt. Merci, merci.